L'Union africaine a réaffirmé le dimanche 19 février sa tolérance zéro face à ce qui est considéré comme changement anticonstitutionnel de gouvernement et a maintenu la suspension des ses rangs du Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Soudan. Dans la même veine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a maintenu les sanctions contre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, des pays dirigés par des militaires qui sont arrivés au pouvoir à la suite de coups d'État. Et c'est donc la CEDEAO a décidé de l'interdiction de voyager même des membres du gouvernement de ces pays, selon le communiqué final de la conférence des chefs d'État de la communauté tenue samedi en marge de la 36e session ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Un maintien des sanctions qui est sujet à de nombreux questionnements. Que vous inspire cette décision des dirigeants africains? Est-ce le processus de division qui est ainsi enclenché? Si oui, à qui profite la désunion entre les pays africains? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bon début de semaine à toutes et à tous, c'est bien le point sur l'actualité, sur les antennes de Foyo Média Africa. Ici on parle politique et géopolitique également, mais bien sûr de manière très décomplexée. Vous nous appelez, vous participez, utilisez vos verbes du moment où tout cela reste dans le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique, c'est le plus important. Vous l'avez compris, ce soir nous parlons de ce sommet qui s'est achevé, le sommet de l'Union africaine, c'était à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, avec une grosse décision des dirigeants de la CEDEAO qui se sont réunis en marge de ce sommet. Eh bien, ils maintiennent des sanctions contre Bamako, Ouaga et Conakry. Et nous, on s'interroge s'il s'agit finalement d'une division qui est enclenchée, ou plutôt la finalisation de la division entre les pays africains, et si c'est le cas, à qui cela profite. 96.3 FM, c'est ceux qui nous suivent en radio, et le satellite Eutelsat vous permet de nous avoir sous vos petits écrans, et naturellement Facebook et YouTube pour les internautes, sans oublier nombre d'entre vous qui ont téléchargé l'application de Foyo Média Africa, et tout cela nous honore. Et bien, pour en parler, Jonathan Batengeni n'a pas bougé. Il est là avec nous. Joe, consultant permanent, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous les Africains, tous les panafricanistes. Ça a été un week-end tout à fait très mouvementé. Oui, surtout avec ce grand sommet de l'Union africaine. Il y a le sommet de l'Union africaine, mais il y a eu aussi les attaques à Siki Kédé, au niveau du Centrafrique. Il faut préciser à tous les Africains qui ne le savent pas encore, l'attaque terroriste a mis en scène de nouveaux acteurs. Une allégeance du Boko Haram à la CPC, la coalition des politiciens corrompus de Centrafrique, donc qui est dirigée par le terroriste recherché par la justice internationale, M. Bozizé, ex-président du Centrafrique, aujourd'hui entré dans des activités de rébellion et de terrorisme international, réfugié pour la circonstance au Tchad, sous la haute protection des services secrets français, la DGSE française. Donc, Bozizé a recruté des soldats, des combattants du Boko Haram qui ont été armés, selon ce qu'on a appris, qui ont reçu des armes qui viennent du matériel qui vient d'Ukraine. Et c'est avec ce matériel qu'ils ont attaqué déjà, c'est la troisième attaque qu'ils perpètrent au niveau du territoire du Centrafrique. Cette fois-ci, ils ont attaqué une caserne des FACA, les forces armées, des forces armées centrafricaines. Le bilan reste encore à déterminer parce que les forces armées centrafricaines sont encore en train de faire l'inventaire de ce qui a été perdu. Cependant, ce qui est annoncé, c'est une riposte à la hauteur de la menace. Donc, nous avons affaire désormais au niveau du Golfe de Guinée à une coalition entre les corrompus de Centrafrique, dirigée par Bozizé, et le Boko Haram. C'est une étrange coalition parce qu'on se souvient que Bozizé lui-même a été chassé par un groupe qui se prétendait être les défenseurs
des populations nordistes de Centrafrique. Musulmanes surtout. Les musulmanes surtout. Ils s'appelaient les Séléka. Et Bozizé aujourd'hui est dans une coalition avec les alliés des Séléka. Donc c'est un peu un concubinage bizarre qui est en train de se constituer. Mais ça montre aux Africains le véritable visage de la France-Afrique. La France-Afrique, celle-là qui ne veut pas mourir, mais qui est déjà en pleine agonie. Et le président de la jeune française doit être rassuré que nous allons davantage appuyer sur le coup jusqu'à ce que la France-Afrique s'étrangle. Donc, la France-Afrique qui est en train de mourir est allée recruter à titre de renfort les terroristes du Boko Haram, qui ont fait allégeance, eux, à ceux que les Occidentaux présentent comme leurs ennemis. L'État islamique, Daesh, on a vu François Hollande s'étendre là-dessus. Et pourtant, voilà que la jeune française amène les combattants de Daesh sur le territoire du Centrafrique. C'est une forfaiture internationale. Les panafricanistes doivent le dénoncer, les Africains doivent le dénoncer. C'est la deuxième fois cette année. Et il faut comprendre que même le maire de votre collègue, nous appelons toujours à ce que l'enquête soit faite. Oui. Mais de plus en plus, les rebondissements dans cette affaire nous amènent à comprendre qu'il y a une main étrangère qui a bien plané sur cette affaire. Parce que quand vous regardez que beaucoup d'enquêtes sont parties de Reporters sans frontières et que c'est la presse française qui s'est intéressée de manière étrange à la mort d'un journaliste qui n'était pas très connu au Cameroun, eh bien, vous devez comprendre qu'il y a bien la main, certainement, des services secrets français qui sont déjà en action. En tout cas, les enquêtes avancent. Donc, et pour le Nestor Podassi, rapidement. Nestor Podassi. Pour le golfe de Guinée, Bachir, pour le golfe de Guinée, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes en plein déjà dans la bataille du golfe de Guinée à partir des pays qui sont cibles, le Cameroun, le Centrafrique, le Tchad et du moins le Tchad, là-bas, ils ont déjà presque verrouillé les taux. Si bien que tout le monde, personne ne comprend plus rien ce qui se passe au Tchad. Et au niveau du Centrafrique, ils veulent revenir en force. Au niveau du Cameroun, ils ont activé les cellules. La mort de Martinez Zogo n'est comme point de départ dans une vaste cabale qui vise à discréditer le pouvoir de Yaoundé. Un autre élément avec notre frère Nestor Podassi. Effectivement, nous avons appris ce week-end que sa situation est très délicate. Et nous demandons à tous les panafricanistes, parce qu'il y a les panafricanistes qui se laissent distraire par certaines personnes de mauvaise alloi, parce que ces personnes leur écrivent ou bien les appellent et prétendent que M. Podassi, le grand leader Mandela du Burkina, serait aux arrêts parce qu'il aurait des velléités de déstabilisation ou bien qu'il serait en intelligence avec la junte française. Ce genre de propos est de nature à discréditer un leader crédible du panafricanisme. Nestor Podassi n'est pas un agent de l'extérieur. Que tous ceux qui se sont engagés dans cette campagne de sabotage arrêtent de continuer dans ce sens-là. Parce qu'ils vont tomber sur les panafricanistes et nous allons défendre Nestor Podassi. Nous savons que c'est la jeune française, à travers son ambassade, son ambassadeur Luc Alad, qui est persona non grata à Ouagadougou, qui est en train de piloter cette affaire. Il est soutenu par un ensemble de brigadiers de la cybermilice de la jeune française. C'est des jeunes qui sont en manque d'emploi en France. Pour certains, c'est des gens qui veulent justifier leur emploi en France. Il y a parmi eux des universitaires. Ils sont en train de faire pression pour que Nestor Podassi soit mis aux arrêts. Et nous avons aussi des informations suivant lesquelles les autorités du Burkina Faso ont décidé de laisser à la justice de suivre son cours simplement parce qu'ils veulent que l'état de droit triomphe. Nous saluons cette posture des autorités burkinabées, mais nous leur demandons de rester vigilantes parce que le procureur qui est en charge le dossier fait montre d'une certaine partialité dans le traitement de l'affaire de Nestor Podassi. À ce procureur, toute l'opinion panafricaniste, nous allons lui adresser des pétitions. Nous aurions voulu le faire par voie de réseaux sociaux, mais nous avons discuté avec le président Bandakani et d'autres panafricanistes, ils sont d'accord. Nous allons engager une pétition pour la libération de Nestor Podassi. Et nous encourageons que cette pétition qui sera partagée dans les réseaux sociaux, que cette pétition se fasse par pays. C'est-à-dire dans chaque pays, il y aura une pétition qui va circuler et elle sera déposée auprès de l'ambassade du Burkina Faso auprès de ce pays-là et dans toutes les autres chancelleries. Comme ça, ça permettra que ceux qui se prennent pour les rivaux de Nestor Podassi comprennent que c'est un homme qui ne discute plus sa crédibilité et qui ne cherche plus
à se faire une place au soleil. Il est déjà un leader crédible et il est la caution morale pour nous panafricanistes de la révolution burkinabé. Merci Jonathan Batengene. Eh bien, courage à Nestor Podacé. Eh bien, allons retrouver Charlie Kenyé pour nos civilités. Charlie, bonsoir en duplex de Yaoundé. Bonsoir, mon très cher ami et frère. Allô, vous me suivez? Très très bien, Charlie, on te suit très très bien. Ok, bonsoir mon très cher ami et frère Bachir. Bonsoir à l'éminentissime, le célébrissime Jonathan Batengene. Vous savez, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un régal d'être à ses côtés. Il connaît tout l'amour que j'ai pour sa personne. Vous connaissez également tout le respect et la fraternité que j'ai pour des personnalités comme vous. C'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites. Nous saluons vos techniciens, nous saluons toute la galaxie panafricaine, nous saluons toutes ces personnes-là qui sont accrochées actuellement à cette émission de nature à véritablement comprendre au-delà du jeu, mais des enjeux justement qui meublent l'actualité africaine, l'actualité mondiale. Avant de revenir peut-être sur la question que vous me poseriez, vous me permettrez de dire un mot sur ce qui a été dit tout à l'heure par Jonathan Batengene qui disait quelque chose de très pertinent. Je crois que les Africains doivent prendre ça au sérieux. Deux éléments. Vous savez, aujourd'hui, il faut que les Africains comprennent bien que la guerre, c'est-à-dire que la guerre par procuration qui est menée par l'OTAN contre la Fédération de Russie en Ukraine, c'est cette guerre qui est en train de se vivre alors nous parlons sur le continent africain. Et tous les événements, les pseudo-événements qui peuvent survenir ça et là, nous concourent qu'en réalité à ces schémas-là qui ont été pensés et qui veulent justement s'implémenter au Cameroun, en Afrique et un peu partout sur le continent africain. Aujourd'hui, et je l'ai publié d'ailleurs sur ma page, ceux qui en doutent peuvent aller vérifier, Charlie Kenyé officiel, où il est confirmé, il est certifié aujourd'hui que sur le théâtre ukrainien, vous avez des forces combattantes de l'État islamique. C'est-à-dire qu'il y a des forces combattantes de Daesh qui aujourd'hui combattent sur le théâtre ukrainien dans le camp ukrainien. Bon, la simple question, le simple raisonnement de bon sens qu'on devrait se poser, c'est si aujourd'hui les pseudo-terroristes en Syrie, les pseudo-terroristes en Irak sont en train de combattre pour le camp occidental, on a envie de se poser la question, mais qui finance ces terroristes? Qui les renseigne? Qui les a déportés jusqu'en Ukraine? Donc, quand on a l'habitude de dire aujourd'hui que le terrorisme est un business, et ceux qui parlent le terrorisme qu'on connaît, je dis bien qu'on connaît, on les connaît très bien, sont les mêmes aujourd'hui qui opèrent du côté de l'Ukraine, justement pour faire valoir ce qui pour eux pensent être un droit universel, à savoir leur volonté à imposer ce qu'eux ils pensent être bon pour nous. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous avez une actualité aujourd'hui qui secoue le Cameroun, l'actualité, l'affaire Martinez secoue. Et vous avez une catégorie d'influenceurs extérieurs qui font des directs de 20 000 vues, de 15 000 vues, dans lesquels on vous démontre des schémas où, en réalité, la République centrafricaine avec Wagner serait en train de préparer des opérations sur le sol camerounais, comment Wagner aujourd'hui est incapable de pouvoir financer ces opérations en Centrafrique parce qu'ils ont bloqué des financements du côté du FMI, comment c'est le Cameroun à travers des réseaux mafieux qui financent Wagner dans la République centrafricaine, et on se dit waouh. J'aimerais dire à ceux qui suivent ces personnes-là que la petite question que vous devez vous poser, c'est que d'où est-ce que ces personnes retiennent leurs informations? Et moi, je vais vous répondre. En réalité, ils prennent les informations des sources officines, du renseignement français. Et la contrepartie de ces informations, ma foi, qui pour la plupart ne sont pas vraies. Je n'ai pas dit que toutes sont fausses, mais qui pour la plupart ne sont pas vraies, tout simplement parce qu'elles sont orientées. La contrepartie, justement, de ces officines qui donnent ces informations à ces personnes-là, c'est de salir l'image de la Fédération de Russie sur le sol africain. Et il faut être très intelligent. C'est pourquoi il ne faut pas détacher l'actualité étrangère, l'actualité internationale, de ce qui se passe chez nous. Parce que tout c'est lié. Le monde est un village planétaire. Ceux qui pensent qu'un tremblement de terre en Turquie n'a rien à voir avec une secousse au Cameroun ou avec la vie chère au Burkina Faso, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le monde. C'est pas comme ça, ça marche.
C'est pas comme ça. Allez lire le livre d'Alexander Adler qui écrit « Le monde vu par la CIA ». Vous allez comprendre comment des gens ont préparé le monde. C'est-à-dire qu'on vous a dit ce qui devait arriver. Les gens ont préparé que Gbagbo devait quitter le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut que les Africains sortent de ce suivisme sans véritablement comprendre. C'est pas le jeu. C'est pas ce que X ou Y dit. C'est pas ça qui fait l'actualité. L'actualité, c'est l'intérêt. C'est l'enjeu qu'il y a derrière la communication qui est faite. Et c'est là où les Africains doivent apprendre à comprendre et à lire le monde. Donc, je continue de dire, ramenez ça ensemble, vous comprenez qu'en réalité, il y a une véritable guerre de bataille qui est en train de se dérouler à l'échelle internationale. C'est-à-dire que c'est une bataille, c'est pas j'ai l'habitude de dire aux Africains et aux Camerounais principalement, où on observe dans la société camerounaise une certaine montée en puissance des discours du repli identitaire, des discours de haine, de tribalisme et bien d'autres choses. Faites très attention. Parce que la situation telle que moi je la vois actuellement, si les Africains ne se mettent pas ensemble, si les Camerounais ne se mettent pas ensemble, le système néocolonial qui est pensé et qui est en train d'être implémenté contre nous risque de nous ramener 300 ans en arrière. Et ce qu'on vivra sera pire que l'esclavage. Il faut que les Africains le savent. Il faut que les Camerounais le savent. Ce sera pire que l'esclavage. Donc sortons de ces petits discours et regardons le monde derrière ce qui nous refuse d'être vu. Ce n'est pas ça qui fait l'actualité. C'est ce qu'il y a derrière qui fait l'actualité. Donc vraiment, c'est pourquoi je voulais faire cette petite parenthèse pour dire aux gens de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser distraire par ces petites agitations, parce que la vérité, elle est haute, elle est ailleurs. Mais aussi, je m'inscris dans cette logique par rapport à notre confrère, à notre frère, à notre ami et à notre grand combattant Nestor Podacé du côté des autorités burkinabées. Il faut également comprendre que l'actualité liée à l'arrestation de Nestor Podacé concourt à tout ce que je venais de citer tout à l'heure. Tout c'est lié. Tout c'est lié. D'ailleurs, je suis en train de préparer un article dessus parce que j'y travaille. Moi, on ne me distrait pas. Ça dit que vraiment, ce qui se passe, je n'ai pas l'actualité comme ça. Moi, ça ne marche pas avec moi, ce qui se passe ailleurs là. Donc, tout c'est lié. Et le moment venu, je crois que je mettrai ça à Mondo Vision pour que tout le monde s'abreuve là-bas pour également comprendre que le défi de demain, c'est cette éducation des peuples africains à la lecture géopolitique et géostratégique du monde. Parce que le monde tel qu'il est pensé, le monde tel qu'il est en train d'être implémenté, je peux vous rassurer, il se fait contre les Africains, mais malheureusement, c'est parfois avec des Africains qu'on pense le malheur des Africains de demain. Donc vraiment, nous demandons aux autorités burkinabées la libération sans délai de notre cher frère et ami Nestor Podacé et nous réitérons notre soutien, nous réitérons notre compassion et notre fraternité à l'égard de ce frère-là pour lui dire la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci Charlie Kenyé, téléspectateur de Foyo Média Africa. Vous l'avez compris, l'émission c'est le point sur l'actualité. Donc, on fait bien le point sur l'actualité avec nos invités. Tout ce qui est actualité en rapport avec le continent africain. Ici, on dit au moins un mot. Pourquoi pas avant de revenir sur la thématique avec Linda Ndedi Foot. Voilà, ici on dit Ndedi Foot. On laisse Linda à côté. Et qui nous plante le décor dans cet élément. Le Mali, la Guinée et le Soudan avaient été suspendus par l'Union africaine en 2021. Le Burkina, un an plus tard, après la prise de pouvoir par des militaires. L'Assemblée des pays membres de l'Union africaine a réaffirmé la tolérance zéro contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse Bankole Adeoye, responsable du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Selon le diplomate, l'Union africaine est prête à aider les 4 pays à revenir à l'ordre constitutionnel. Pour Bankole Adeoye, la démocratie doit être protégée et s'enraciner et l'Union africaine demeure intransigeante contre toute accession non démocratique au pouvoir. Le Mali, le Burkina et la Guinée, 3 pays d'Afrique de l'Ouest, ont également été suspendus par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les pays membres de la CEDEAO ont décidé samedi dernier de maintenir ces sanctions et d'imposer des interdictions de voyage aux membres du gouvernement et d'autres représentants de ces pays selon un communiqué signé par le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, à l'issue d'une réunion organisée en marge du sommet de l'Union africaine. L'efficacité de ces sanctions
a été remise en cause par le président de la Commission de l'Union africaine le vendredi 18 février 2023. Moussa Faki Mahamat a déclaré que le Conseil paix et sécurité de l'institution se réunirait à une date non précisée pour décider d'une éventuelle levée de la suspension de ces trois pays ainsi que du Soudan. Le samedi, le diplomate tchadien a affirmé que ces sanctions ne semblent pas produire les résultats escomptés. Bien au contraire, elles suscitent la défiance des États concernés et paraissent sanctionner davantage ces populations. Un imbroglio qui risque à coup sûr d'imposer et d'officialiser une division au sein de la communauté Afrique et de donner raison au projet de fédération Mali-Guinée-Burkina qui serait bénéfique pour les trois pays car il permettra un effort commun face aux défis sécuritaires. Les trois pays avaient alors demandé le 10 février dernier la levée de leur suspension de la CEDEAO, mais également de l'Union africaine, déplorant les sanctions imposées. Dans ces trois pays, le retour à l'ordre constitutionnel est théoriquement prévu en 2024 au Mali et au Burkina Faso, en 2025 en Guinée. Espérant venir à bout des djihadistes, le Mali et le Burkina Faso ont dénoncé les accords militaires les liant à la France. Le dimanche 19 février 2023, l'armée burkinabé a annoncé la fin des opérations de la force française Sabre au Burkina Faso, 3 semaines après la dénonciation des accords de défense avec la France par le gouvernement de transition. Voilà, merci à Ndidi Foot et à la rédaction centrale de Foyo Média Africa. Eh bien, Jonathan Matengini, commençons par vous. Les dirigeants ouest-africains se sont réunis en marge de cette 36e session ordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. Ils ont tablé sur les 3 pays qui les concernent, c'est-à-dire la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Fallait-il les maintenir ou suspendre les suspensions? Finalement, c'est le maintien qui a été décidé et puis avalisé, va-t-on dire, par l'UA. Alors, quelle lecture? Je ris parce que je vais prendre une image qui n'est pas très commode pour les panafricanistes, surtout ceux qui sont kémites. Oui. Ils ont une spiritualité très africaine, d'essence égyptienne. Alors, l'image que je veux prendre, c'est l'image des chrétiens. Oui. Jésus, il paraît que pour son tribunal, on l'a présenté devant ses frères. Et ce tribunal chez les Juifs s'appelait le Sanhédrin. Oui. Mais il y avait déjà la sanction qui était connue d'avance. Avant même qu'il ne vienne. Oui, d'ailleurs, c'est parce que Ponce Pilate, le gouverneur romain, se dédommageait de toute responsabilité. Bon, même s'il ne peut pas le dire, parce qu'il avait le pouvoir de relaxer simplement ce prisonnier. En voulant ne pas prendre les responsabilités par lui-même, il a dit, bon, je te confie à tes frères. Eux, ils connaissent ta croyance, ils connaissent tes coutumes, ils connaissent votre tradition. D'ailleurs, même le Dieu que vous servez là, c'est votre Dieu. Nous, on ne le connaît pas. Nous, les Romains, on a beaucoup de dieux. Donc, vous allez là-bas avec vos dieux, vous allez faire votre affaire là-bas. Et si ça vous condamne, c'est votre Dieu qui s'occupera de sanctionner tes frères. Et c'est comme ça que Jésus va devant le Sanhédrin. Donc, le Sanhédrin a déjà une sanction préméditée. Oui, avant le procès. Oui, voilà. Eux-mêmes criaient déjà, le grand prêtre qui était le président du tribunal, criait déjà chez Ponce Pilate à mort, à mort, à mort. Et c'est lui qui devient le juge suprême dans l'affaire, président du tribunal. Et dans son tribunal, qu'est-ce qu'il dira à la fin? Il prononcera simplement la sentence de mort que lui-même réclamait bien avant, quand il était encore dans le public. Alors, cette image pour dire quoi? Nous avons Mahamat Faki. Oui. Comment il a toujours traité le président Assimi Goïta? Il appelle le chef de la jeune. Mahamat Faki, quand lui il est spectateur de l'affaire, on le voit bien comme un président, comme le grand prêtre du Sanhédrin. Oui. Il crie, mais arrêtez cette jeune, arrêtez ces jeunes. Et quand il rentre dans son pays, il dit quand même que le président Mahamat Idriss Déby. Donc lui-même distingue 2 types de gouvernements dirigés par le même type d'individus. C'est des militaires. Il dit non, là-bas chez moi, c'est quand même
Le président. Mais c'est un distinguo conformément à l'appellation faite par la communauté internationale incarnée par la France. Non, quelle communauté internationale? On va prendre le tiers de l'humanité. La France, qui est très proche de Faki Mohamed, appelle les dirigeants maliens la junte. C'est bien, Bachir. C'est qu'on ne dit pas de Mohamed Idriss Déby. C'est bien parce que c'est la France qui dit. Oui. La France n'est pas le monde. La France ne représente pas l'humanité. Oui. La France représente la France. Mais vous nous avez enseigné, chers consultants, que l'UA est financée à plus de quoi, 80%. Par l'Union européenne. Très bien. Voilà. Et donc, bon, c'est le narratif de l'Union européenne. Voilà. Est-ce surprenant que ce narratif vienne de Moussa Faki Mohamed? Non. C'est l'employé de l'Union européenne, le digne employé. Il n'a même pas de velléité de révolte. Oui. C'est un employé simplement qui est embastillé dans un système, qui est embrigadé et qui, enrôlé dans le système, agit comme si tout allait naturellement. Alors, le président de la Commission, il en appelle quand même à un durcissement des sanctions. Je vous dis que c'est le président du Sanhédrin qui était hier dans le public. Il était encore parmi les spectateurs, il criait déjà à mort, à mort, à mort. Maintenant, on lui dit maintenant, tu auras leur dossier en main. Vous attendez à quoi? Qu'il soit sous tendre. Heureusement que pour le cas d'espèce, il va être délogé. Dans quelques jours, il va devoir partir. J'ai vu que le Cameroun a proposé quelqu'un, à la personne de Philemon Yang, le Premier ministre, qui va être candidat à sa succession. Ici, c'est le représentant camerounais. Il est clair qu'il y aura un changement de ton. Parce que Yaoundé ne s'accommode plus. En tout cas, on fouille encore. J'ai l'impression que c'est deux dossiers distincts. Allons-y. Non, il y a le dossier de Philemon Yang qui a été proposé par le président du Cameroun. Et puis il y a le Comorien qui, lui, vient maintenant sous les bons auspices des mêmes réseaux que Mahama Faki, c'est-à-dire l'Union européenne et tous les autres. Alors, venons-en aux sanctions. Les sanctions. Oui. Alors, quand vous regardez les sanctions, tout ça ressemble aux sanctions. La CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions et l'Union africaine est d'accord à travers le président de la Commission, Moussa Faki Mohamed. Je crois que c'est ça la chronologie. Oui, d'accord. Mais la CEDEAO, l'Union africaine, là, CEDEAO, prenons-les très clairement. La CEDEAO, il a été démontré que la CEDEAO des élites, parce qu'aujourd'hui, il y a deux CEDEAO. Il y a la CEDEAO des élites, il y a la CEDEAO des peuples. Quand vous regardez les Sénégalais, ils disent qu'ils s'identifient au leader de la CEDEAO naturelle actuellement, c'est Assimi Goïta, le président Assimi Goïta. Donc tout le monde sait qu'Assimi Goïta, il est crédible, il n'y a pas de problème avec lui. C'est le leader de la sous-région Afrique de l'Ouest. Quand vous regardez dans les réseaux sociaux, tout le monde est en train de dire vraiment si on peut dégager les Macky Sall, les Ouattara, les Bazoum. Et d'ailleurs, nous saluons le peuple nigérien qui est en train de se mobiliser pour faire du bon travail au niveau du Niger. Donc, quand vous enlevez tous ces leaders qui sont des larbins, vous restez avec la CEDEAO des peuples, qui elle se reconnaît dans des gouvernements gouvernants légitimes. Parce que gouvernement et gouvernants légitimes, bientôt on va aussi les distinguer. Oui. Parce qu'il y a des gouvernements qui s'autoproclament légitimes, qui ont procédé par des élections, mais c'est des élections tronquées, des élections qui sont factices, des élections qui n'ont d'apparence que l'élection, mais qui au fond sont une grosse mascarade. Quel est l'impact de ces sanctions, Jonathan Baké? L'impact de ces sanctions, il n'y aura aucun impact. Il ne faut pas se tromper, il n'y aura aucun impact. Mais Joe, quand on va quand même jusqu'à dire qu'on va interdire les déplacements aux différents membres des gouvernements de ces pays respectifs. Vous avez vu Assimi Goïta aller d'abord. Il se balade pas. Oui, on parle des membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. C'est-à-dire même les ministres ne bougeront pas, etc. Le ministre Diop allait où? Les sanctions individuelles sont aussi ciblées. Les sanctions individuelles, Diop a-t-il un compte? Diop, il allait quand même du côté des Nations Unies et puis les... Bachir, nous sommes dans une configuration et c'est ce qui est intéressant. Oui. Le monde, et Charlie Kenyel a dit, le monde est en train de prendre la configuration actuelle des rapports de force internationaux. En Afrique, jusqu'à présent, on disait encore, nous sommes les Africains, c'était le mot générique, nous sommes les Africains. Non, il n'y a plus de nous sommes les Africains. Maintenant, sur le continent africain, Bachir, même dans nos pays, ça va devenir comme ça. Oui. Il y a les France africaines, il y a les larbins d'un côté en Afrique, et là, cette bataille avec les panafricanistes, les Africains souverainistes est déjà engagée. Et donc, les représentants de la France-Afrique, les représentants du larbinisme international, c'est eux qui vont dire que, qui vont accepter que ces dirigeants-là ne se déplacent pas. Mais pour les pays comme l'Algérie,
comme la Mauritanie, comme la Guinée-Conakry, ces pays-là, le ministre Diop se déplacera à sa guise. Et même à l'intérieur des pays qui, eux, semblent ne pas donner d'opinion, par exemple l'Afrique du Sud, vous pensez que si l'Afrique du Sud reçoit le Mali, c'est Mahamat Faki qui va faire obstacle? Il ne pourra pas. Si le Cameroun reçoit Assimi Goïta, c'est Mahamat Faki qui fera. Il ne fera rien. C'est des sanctions d'opérette. C'est des sanctions qui n'ont de mot sanction que la lourdeur qui n'ont de poids que la lourdeur dans l'esprit du mot. Est-ce que vous me dites que ni la CEDEAO ni l'UA n'ont des moyens de pression pour véritablement faire appliquer leurs sanctions? Ils n'ont aucun moyen, c'est du bluff. C'est du bluff. Mahamat Faki, ça fait du bien d'entendre et de partager votre optimisme. Mahamat Faki est essentiellement dans une campagne où il veut faire plaisir, parce que ses objectifs, comme il veut être le président du Tchad, ses objectifs c'est au Tchad. Et pour qu'il accède au Tchad, il faut faire plaisir à la France. La France qui avait déjà commandité les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Aujourd'hui, on le sait parce que les informations ont fuité. Qui a renforcé ces sanctions au niveau de la CEDEAO contre le Mali. Et qui s'est rendu compte de l'inutilité de l'impuissance de la CEDEAO face au Mali. Elle monte aujourd'hui d'un cran. C'est d'ailleurs pourquoi Mme Babek et Mme Colonna, il y a de cela un mois, sont allés rencontrer ce monsieur Mahamat Faki en lui disant que l'Union africaine aurait un poste au niveau du Conseil de sécurité. C'est des flagonneries qui sortent des textes de l'Union africaine. D'ailleurs, les Africains doivent se rendre compte d'une chose. Et nous sommes pour ceux qui pensent que nous sommes avec ceux qui pensent que l'Afrique n'a plus besoin de ce genre d'Union africaine. Très bien. Une fois que le processus de fédération Mali, Burkina et Guinée va prendre, nous invitons tous les panafricanistes, tous les leaders panafricanistes du continent à se joindre à cette initiative. Nous allons reconstruire une CEDEAO, une Union africaine des peuples qui ne va pas être le reflet de ce qu'on a vu par le passé, cette honte, cette calamité qui s'appelle aujourd'hui Union africaine, qui a dévoyé tous ses principes, qui s'est éloigné de tous les objectifs que les pères fondateurs comme le guide Muammar Kadhafi avait fixés. Parce que quand Muammar Kadhafi pensait à l'Union africaine, il avait bien sûr dit dans le préambule du texte de l'Union africaine en 2000, il avait dit ceci: nous sommes attachés à l'idéal panafricaniste. Il n'avait pas dit panafricain, panafricaniste. Oui. C'est-à-dire que ça devait être une institution de combat pour au profit et au seul profit des intérêts africains. Mais aujourd'hui, on a une organisation de l'arbin et de l'arbinisme, d'hommes à plat ventre, qui n'ont d'importance que lorsqu'ils se couchent devant les intérêts étrangers. Et Mahamat Faki est la figure proéminente, le digne prototype du larbinisme au sein de l'Union africaine. C'est un homme qui n'a aucune opinion propre. Ses opinions lui sont imposées, lui sont dictées de l'extérieur. Il ne représente pas l'Union africaine, il ne représente pas les Africains. C'est une décision qui est illégitime, c'est une décision qui est illégale, c'est une décision qui est sans force sur le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry. Nous savons que ces pays qui ne vivent même pas avec les dons de l'Union africaine, ces pays vont encore mieux se porter sans la considération, la pseudo-considération du président de la Commission de l'Union africaine. Merci à vous, très cher Batenguene. Je crois qu'on va un peu vérifier le cordon, le câble du micro, de votre micro. Alors, pour vous compléter, c'est un téléspectateur, Hassan Wirda, qui nous écrit depuis Mondou, dans le sud du Tchad. Il nous dit, je voudrais juste compléter, M. Batenguene, pour préciser qu'au niveau du Tchad, Faki Mahamat veut la place de Kaka. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Bon. Et il sait sur quoi il se base pour le dire. Allons donner la parole à Charlie. D'accord. D'accord. La parole est à Charlie Kenyé. Charlie, eh bien, votre lecture de ces sanctions maintenues par les dirigeants ouest-africains et puis entérinées par l'UA. Oh. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous savez, je
je suis même peiné de commenter ce bal des blagueurs. Parce que ce qui s'est passé à l'Union africaine, on appelle ça en français facile, c'est le bal des blagueurs. C'est-à-dire qu'on organise un bal et une communauté de blagueurs arrive et chacun vient avec la blague. C'est-à-dire qu'on regarde la blague qui va faire rire le plus grand nombre de personnes. Parce que tout ce qui s'est passé là-bas, je vais vous prendre quelques points qui contredisent même ce que ces gens sont en train de dire. Voilà le responsable du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui dit ceci. Il dit l'Union africaine est prête à aider les 4 pays à revenir à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'il dit. J'ai bien envie de poser à ce monsieur. Lorsque le Mali était attaqué de partout, lorsque les rebelles étaient aux portes de Bamako, et que le Mali a sollicité l'aide de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils n'ont pas bougé un seul doigt, même pas le petit pouce. Même pas le petit pouce. Mais dans un autre sens, on se souvient que la CEDEAO, l'Union africaine à travers la CEDEAO, quelques années avant, ont mobilisé 6500 hommes. Je dis bien 6500 hommes pour aller défendre soi-disant la démocratie en Gambie. C'est-à-dire qu'il fallait chasser Yaya Jammeh pour installer Adama Barrow. C'est-à-dire qu'on allait défendre la démocratie. On a mobilisé 6500 hommes pour aller dans un pays qui a à peine 1 million d'habitants. On a mobilisé 6500 hommes pour aller défendre la démocratie. Mais on était incapable de mobiliser un seul soldat pour défendre l'intégrité, la souveraineté d'un État. N'eût été l'intervention du maréchal Idriss Déby avec les forces tchadiennes, le Mali ne serait pas un État aujourd'hui. Et ces mêmes gens aujourd'hui viennent nous dire qu'ils sont prêts à aider les 4 pays à revenir à l'ordre constitutionnel. Ils étaient où lorsque le pays était attaqué pour parler d'ordre constitutionnel aujourd'hui? On entend le responsable du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine nous dire que la démocratie doit être protégée et s'enraciner et que l'Union africaine demeure intransigeante contre toute accession non démocratique au pouvoir. J'ai bien envie de rire. Monsieur Bachir, je vous connais très intelligent. C'est quoi la démocratie? Je ne parle pas de cette démocratie occidentale. Allons même dans le terme de la démocratie occidentale là. Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Parce que la démocratie, il faut le rappeler, les origines de la démocratie sont africaines. Donc, prenons le cas de cette démocratie occidentale, pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Vous pensez que quand le peuple malien sort dans les rues par millions, on appelle ça quoi? C'est la dictature? J'ai bien envie de poser la question à l'Union africaine. Quand les Maliens se mobilisent par millions, pour dire qu'on apporte notre soutien à nos autorités, ça s'appelle quoi? C'est la dictature? C'est quoi la démocratie selon eux? Je ne sais pas si ces gens même lisent ce qui se passe dans le monde. La démocratie, c'est du bluff. La démocratie occidentale n'a jamais existé. On n'a pas vu les Français descendre par millions récemment en France. La démocratie, l'autre jour, s'est invitée dans les rues de Paris. Mais ils ne savent pas qu'à l'heure où on parle, la plupart des peuples du monde, le monde est libre, sont en train de vouloir repenser ce qu'ils appellent démocratie. La démocratie en Afrique nous a aidés en quoi? En quoi? Selon le rapport même des Nations Unies, les élections en Afrique tuent plus que le terrorisme. C'est-à-dire que la plupart des conflits post-électoraux que nous avons en Afrique, du fait de la pseudo-démocratie, que ces experts-là veulent vanter, en Afrique, là, les conflits post-électoraux que nous avons en Afrique, du fait de cette pseudo-démocratie, en Afrique, tuent plus que le terrorisme. Ça veut dire que logiquement, là où ils sont assis, leur intérêt, ça veut dire que si ces personnes étaient réfléchies, ils devaient commencer par penser le modèle de démocratie, ou alors par le modèle de gouvernance que nous voulons en Afrique. Et pas penser, et non citer cette pseudo-démocratie occidentale comme étant une règle universelle, puisqu'elle ne nous apporte rien, elle ne nous aide à rien. Regardez ce qui s'est passé au Kenya entre William Ruto et Raila Odinga, où on vous dit que les élections se sont jouées à quelques milliers de voix près. Quelques milliers de voix près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, la démocratie, c'est quoi? La démocratie occidentale, je précise bien, parce que la démocratie, ses origines sont africaines. Ça veut dire clairement que la démocratie occidentale, c'est quoi? La démocratie occidentale, c'est un système qui était savamment pensé, qui permet à ce que la minorité prenne le pas sur la majorité. Ça veut dire quoi? En réalité, dans la démocratie occidentale, vous avez la dictature
de la minorité majoritaire face à la majorité minoritaire. Ça veut dire que la démocratie telle que voulue par les Occidentaux permet à ce que des minorités puissent amener un individu à prendre le pouvoir de façon à contrôler la majorité et la majorité là qui devient minoritaire. C'est ça la démocratie occidentale qui n'a rien à voir avec la démocratie africaine. Parce que la démocratie africaine qui est là par palabre, on fait avec tout le monde. Et voilà où ces experts-là, ces pseudo-experts, doivent s'asseoir. Là où ils sont assis, là, ils doivent penser le modèle de gouvernance que nous voulons en Afrique et non vanter la démocratie occidentale qui n'a rien avec les intérêts, les valeurs, les réalités, la culture, l'orthodoxie africaine. Mais voilà ça que quelqu'un vient nous vanter à Mondovision. Il dit bien, ils doivent être intransigeants à défendre, protéger. Ils protègent quoi? Il y a quoi d'Africain dans ce qui parle de protéger? Ça nous aide en quoi? Quelque chose qui tue en Afrique, ça nous aide en quoi? Une autre contradiction de ces messieurs, ces gens vraiment, ce sont des blagueurs. Il nous dit, l'Union africaine est prête à aider les pays à lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire que, je reprends encore, l'Union africaine est prête à aider les pays à lutter contre le terrorisme. Rappelons que le 10 février, la plupart des États qui sont sanctionnés ont demandé une levée des sanctions, tant du côté de la CEDEAO que de l'Union africaine, ce qui leur a été refusé. Lorsqu'on sait très bien, quoique je suis d'accord avec Jonathan Batengene, quand on fait le rapport effet bénéfique sur effet nocif, les sanctions là n'ont pratiquement pas d'impact dans la plupart de ces pays-là, mais quand même, sur le plan économique, on peut quand même observer un certain nombre de déficiences. Lorsqu'il veut être sérieux, lorsqu'on va avoir un raisonnement logique, quand vous sanctionnez des pays où les échanges commerciaux entre ces pays-là ont un impact quand même assez conséquent sur les économies de ces pays-là, et qui parlent de guerre, parlent d'économie, puisque la plupart de ces pays-là vivent en leur sein la menace terroriste. Vous dites être prêt à les aider à lutter contre le terrorisme, mais au même moment, vous multipliez les sanctions de nature à les empêcher à combattre le terrorisme. Quelle est la logique dans le discours que vous portez? Et ce sont des experts, hein? C'est ça qui fait mal. Ce sont des pseudo-experts, ce sont des gens, on va vous dire qu'ils sont là pour réfléchir les problèmes de l'Afrique, pour penser les problèmes de l'Afrique. Et j'ai même bien envie de dire à ce responsable-là, à M. Bankole Adebayor, celui qui est responsable du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, j'ai envie de lui poser une question. En 2002, l'Union africaine adopte ce qu'on appelait le protocole de Durban. Le protocole de Durban définissait le projet APSA, c'est-à-dire qu'une architecture paix et sécurité en Afrique. Ça, c'est en 2002, le protocole de Durban, qui définissait une architecture paix et sécurité en Afrique, baptisé projet APSA, avec pour principe, aux problèmes africains, les solutions africaines. Et pour bras armé, une force africaine en attente. Nous étions là en 2002. En réalité, c'est sous le prisme de cette force-là que l'Union africaine devait combattre la plupart des menaces terroristes et des problèmes d'insécurité que nous voyons grandissant sur le continent africain. Où était cette force-là quand Boko Haram attaquait le Cameroun? Où était cette force-là quand la CMA attaquait le gouvernement de Bamako? Où était cette force-là quand les rebelles attaquaient le gouvernement de Bangui? Je pense que là où ils se sont retrouvés là, ils devaient faire l'ajournamento de ce qu'ils ont défini. Nous étions en 2002. Aujourd'hui, les États africains sont menacés de partout. Ce sont les sous-régions qui essaient de s'organiser. Si le Cameroun ne s'était pas mis avec le Tchad, avec le Niger, avec le Nigeria pour faire la FMM, la Force multinationale mixte, placée sous le commandement de la CBLT, la Commission du bassin du lac Tchad, pour lutter contre Boko Haram, on en serait aujourd'hui. Si le Mali, avec l'aide du Tchad, aujourd'hui de la Fédération de Russie, n'avait pas travaillé de nature à chasser les rebelles hors des frontières maliennes, le Mali serait aujourd'hui. Si la République centrafricaine n'avait pas fait appel à la Fédération de Russie pour chasser les rebelles, qu'on sait très bien qu'ils étaient entretenus, protégés, financés, renseignés par la France, les chasser de son territoire, la Centrafrique serait aujourd'hui. La plupart des États qui se plaisent aujourd'hui à condamner, s'ils n'avaient pas fait appel à un certain nombre d'États africains ou alors de puissances étrangères telles que la Fédération de Russie, ces États-là seraient aujourd'hui. Est-ce qu'on parlerait des États? Alors, à quel
quel niveau ces experts pensent ces problèmes? Est-ce qu'ils sont là-bas pour dire ce que leurs maîtres occidentaux leur ont demandé de dire? C'est quoi cette sorcellerie africaine? Est-ce que c'est ça? On a des problèmes sérieux, pressants. Mais voilà le genre de textes que les gens viennent nous servir. Le Mali, le Burkina Faso, là-bas, en pleine séance, leur ont fait savoir que nous sommes en train de dénoncer les accords de coopération militaire que nous avons avec la France. Ils devaient même mettre ça à l'ordre des débats. Est-ce qu'ils l'ont fait? Le Conseil de sécurité devait mettre ça comme point important à l'ordre des débats. Mais on nous parle de sanctions. C'est quoi la sorcellerie qui anime même ces messieurs? Est-ce que c'est ça être africain? Est-ce que c'est ça défendre le continent? Donc vraiment, pour ne pas monopoliser la parole, très cher frère et ami Bachir, c'est un débat qui est dépassé. Le débat de l'Union africaine, c'est un débat qui est dépassé. On ne compte rien, on n'attend rien d'eux. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'une institution comme celle-là, qui est financée à plus de 60% par l'Union européenne, vraiment, on ne peut rien attendre de ça, nous on le sait. Mais il fallait qu'on leur rappelle que le bal des blagueurs, comme vous l'avez si bien dit, c'est pourquoi j'ai commencé mes propos par le bal des blagueurs. Il fallait qu'on leur rappelle que le bal des blagueurs, nous on s'attendait à ce qu'ils ont dit. Donc vraiment, on n'attend rien de ces personnes-là. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que ce qui est en train d'être initié en Afrique de l'Ouest, c'est un processus irréversible. Il faut qu'ils le savent. Parce que M. Bachir, je peux vous dire, parce que je suis également très bien renseigné de ce côté-là, le projet de fédération Mali, Burkina, Guinée, c'est un projet irréversible. Ça va se faire. Ça va se faire. Et ce que ces gens ignorent, je dis bien ce que ces gens ignorent, l'axe qui est en train d'être tissé autour de Bamako avec la Mauritanie, où la Tunisie même est en train de s'y greffer, risque de changer toutes les cartes de la CEDEAO. Parce qu'une chose est certaine aujourd'hui, la CEDEAO existe encore à cause du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont une situation qui va changer dans les années, dans les mois à venir. Ça va changer. Et dès que cette situation va changer, je puis vous rassurer que non seulement la problématique du CFA sera mise en cause dans cette région-là, et qui va parler du CFA va parler de la fin de cette sous-région, parce qu'il parle du CFA, parle de l'UEMOA, qui parle de l'UEMOA, parle de la CEDEAO. Ça va aller. Mais Charlie, je reviens à vous. Ne savent pas. Je reviens à vous, Charlie Kenyé. Je reviens à vous. En tout cas, on vous a beaucoup écouté et on aimerait bien le faire jusqu'à la fin de l'émission. Mais donnons la parole à nos invités également. Mohamed de Londres est en attente, Lamine Diop également. Et qui d'autre, je ne sais pas. En tout cas, ils sont nombreux au bout du fil. Mohamed, bonsoir. Lamine Diop d'abord, d'accord. Lamine, bonsoir depuis Genève en Suisse. À propos des sanctions contre le pouvoir central malien, car seul ce pouvoir m'inspire pour l'instant, mon cher Bachir, de la sincérité dans sa lutte parmi les trois. Je suis entièrement en phase et d'accord avec M. Kenyé et M. Batingene sur leurs analyses. Disons que, Bachir, il est probable que tous ces efforts de l'Union africaine sont faits pour obtenir un résultat favorable pour l'Occident aux élections générales maliennes en vue. Et à l'avenir, pour reprendre le contrôle du nouveau gouvernement malien. Il s'agit de ça. L'option idéale ici serait le retour au poste des endocolons maliens qui, comme le montre la pratique du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, savent bien travailler dans l'intérêt de tous, sauf des Maliens ou Africains eux-mêmes. Or, une analyse détaillée des sanctions occidentales contre le Mali et ceux qui tendent à le suivre nous amène à conclure que la politique de sanctions de l'Union africaine, tout comme celle de la CEDEAO, finiront par se mener à une impasse économique. Et nous savons tous, mon cher Bachir, qui est derrière ces sanctions. Il ne faut pas se raconter d'histoire en termes de souveraineté de l'Union africaine, qui est totalement sous le contrôle de l'Occident. Bien évidemment, les pays ennemis n'ont pas le courage d'admettre que leurs sanctions infernales ont lamentablement échoué partout dans le monde, et plus précisément ici au Mali. Elle ne marche pas, mon cher Bachir. La grande majorité des produits industriels et des biens de consommation au Mali ont été remplacés par ceux venant de la Chine, de l'Inde ou de la Russie, etc., etc. Et les manquant par des marques de d'autres pays asiatiques. Les importations parallèles fonctionnent également à partir desquelles les Maliens obtiennent les mêmes marques occidentales. Alors tout est comme toujours, mon cher Bachir. Ainsi, à mon avis, les dirigeants maliens ont correctement évalué la volonté de la population de supporter les coûts économiques et les attaques de tout genre de l'ennemi occidental. Je crois que les effets négatifs des sanctions ont été correctement calculés par l'État central malien
Et il a été conclu qu'ils ne peuvent à eux seuls prédéterminer l'issue de cette quête de souveraineté et de patriotisme déclenchée du côté du Mali. En outre, je tire la pathétique conclusion sur la volonté des autres pays de l'Union africaine de condamner le Mali et autres pays. En fait, les États-Unis, les pays européens et un certain nombre d'autres États qui leur sont alliés, comme l'Union africaine ou la CEDEAO, continuent à réagir vivement contre l'Afrique. Ça, c'est triste. Cependant, de nombreux marchés d'États très importants, dont la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Iran, l'Arabie Saoudite, j'en passe, et des meilleurs, etc., ne l'ont pas fait. Naturellement, ils pensaient que ces sanctions plongeraient le Mali dans un tel gel cryogénique de l'isolement économique que le régime de sanctions actuel apparaîtrait comme une aubaine pour la chute de Bamako, mais en vain. Je finis là-dessus, mon cher Bachir. Je pense qu'à long terme, les pays africains les plus stables souverainement et patriotiquement n'auront d'autre choix que de réformer l'Union africaine ou de la quitter. Merci. Belle fin d'émission. Bon début de semaine. À bientôt. Ciao. Lamine Diop, à bientôt. Et bien sûr, le téléphone reste, il crépite et nous avons François qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonsoir François. Bonsoir monsieur. Merci. Bonsoir. Je salue tous les panélistes africains. Allô? Vous êtes bien en direct, on vous reçoit bien, François, allez-y. Les panélistes africains, je salue la bravo. Monsieur Bachir, cette sanction que l'Union africaine a appliquée au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso est une sanction vaine. Bon, je m'explique. Le Burkina, le Mali et la Guinée sont en transition. De même, le Tchad aussi est en transition. Mais pourquoi l'Union africaine ne sanctionne pas aussi le Tchad? C'est un complot monté depuis la France par... Depuis la France. C'est un complot monté depuis la France par Emmanuel Macron. Par Emmanuel Macron et les autres. Vous voyez, il y a eu la grande conférence de comment on appelle ça, l'ONU, le secrétaire de l'ONU qui était Antonio Guterres, qui était à la conférence à Addis Abeba, à la 36e conférence à Addis Abeba. C'est lui qui a demandé au président de l'Afrique d'appliquer une sanction contre le Mali parce que le Mali avait maintenu les 46 soldats. Et cet Antonio Guterres était encore à cette conférence. Donc, c'est un coup monté. Les choses étaient tissées d'avance pour venir faire avaler le Mali, le Burkina et la Guinée. Mais cette sanction-là, elle est vaine. Parce que chaque pays est comment on appelle, chaque pays est souverain. Et chaque pays a le droit de fédérer. Donc moi, je demande au Mali, au Burkina et à la Guinée de ne pas renoncer à leur projet de confédération. Parce que si le Mali, la Guinée et le Burkina sont fédérés, ça va faire très mal à cette Union africaine. Elle va fléchir. La CEDEAO aussi va fléchir parce qu'il aura plus de 1 million de superficie et plus de 1 million de population sur ces trois comment on appelle, pays. Voilà, plus d'un milliard de personnes sur ces 3 pays. Donc moi j'encourage le Mali, j'encourage le Burkina, j'encourage la Guinée de ne pas avoir peur. Qu'ils continuent. Nous les panafricains, nous les soutenons jusqu'à ce que cette idée de confédération soit à son thème. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je remercie For You TV. Merci à vous également, François, depuis la Côte d'Ivoire. Le téléphone, on y reste, c'est Abou qui nous appelle. Bonsoir, Abou. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Lago. Je suis tellement content de te revoir à cette première édition de la semaine. C'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Et Bachir, je confirme,
Vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue les deux lions. Jonathan Pategede, le brillantissime, et Charlie Kenny, le brillantissime. Tous les techniciens, en particulier Marus, et tous les appelants. Bachi, avant de dire ma thèse d'aujourd'hui, je voudrais que vous m'accordiez une parenthèse à propos du frère Podassé. Nous demandons à la justice burkinabé de libérer le frère Podassé sans condition. Pourquoi nous le demandons? Parce que, tel que le lion, Charlie l'a dit, dans toute communication, il faut regarder l'enjeu qui est derrière. Vous comprenez? Parce que à chaque fois que la France nous oblige à juger nos combattants, l'enjeu qui est derrière, c'est quoi? La communication qui reste. Ça veut dire que tous ceux qui essaieront de faire barrage à la France, voilà le résultat qu'ils vont obtenir. On va les emmener en prison, on va les juger. Mais en réciprocité, la France, quand on prend les soldats français dans le flagrant délit, en train de tuer 94 Ivoiriens devant l'hôtel Ivoire, à minuit, ils disent qu'il y a un autre lieu. Pourquoi ils disent ça? Et pourquoi ils n'emmènent jamais leurs soldats qui font des bêtises? Tu tues les Africains à la barre. Parce que c'est l'enjeu qui est derrière. C'est pour dire quoi? Eux, si le Français tue un Noir, il n'a rien fait. Vous comprenez? On ne va jamais lui faire un procès. C'est en fait ce qu'il veut nous dire. Nous, on est bons pour les procès parce que nous sommes des sauvages, mais eux, ils ne sont pas bons pour les procès. Donc nous, on dit quoi? Plusieurs fois, les Français, ils ont même déclaré la mort de... Quand on tue Vladimir Poutine en mondial vision, mais on n'a jamais envoyé ces journalistes en procès. Donc bref, ce que nous voulons dire, il n'est pas question qu'en ce plein 21e siècle, on envoie un Africain en procès juste pour la parole, quand on sait que les vrais criminels sont les Français. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, l'Union africaine est en train de nous montrer quoi encore? Qu'elle est qu'une caisse de résonance de l'ONU. Elle est que au service des impérialistes. Qu'en fait, elle n'a rien à voir avec les Africains. Parce que, en aucun moment, elle défend l'intérêt des Africains. C'est-à-dire que, quand les Africains cherchent à s'affranchir devant l'Union européenne, devant l'Union africaine, c'est ces Africains-là qui sont à pénaliser. C'est-à-dire que tout ce qui concourt à l'émancipation de l'Afrique n'est pas bienvenu pour l'Union africaine. Donc, diante, qu'est-ce que cette Union africaine nous veut? Donc, nous disons qu'on n'est pas surpris parce que l'Union africaine nous a déjà montré ses limites, qu'elle est obsolète, elle est dépassée. Donc, on n'a pas besoin de cette Union africaine-là, puisque nous sommes à l'ère, si l'Union africaine était sérieuse, elle devrait savoir que nous sommes à l'ère de la rupture avec la France. La France qui est le Satan de l'Afrique, c'est-à-dire le cancer de l'Afrique, le malheur de l'Afrique. Donc l'Union africaine devait se ranger aux côtés des peuples. Donc elle ne sert pas les peuples, c'est qu'elle sert les Français, donc nous on ne la reconnaît pas. C'est pourquoi que la solution que nous on a proposée, c'est ce qui a déjà commencé avec ce qu'on appelle l'union du Mali, du Burkina et de tout, comme on appelle ça. Je crois, les trois pays qui veulent s'unir. Hein, c'est ce que nous on veut. C'est-à-dire qu'on veut un monde parallèle qui va exclure tout ce qui a été créé avant. L'ONU d'avant, l'Union africaine d'avant, la CEDEAO d'avant, tout ça. On veut maintenant un monde parallèle, une nouvelle organisation, un nouvel ordre mondial qui, avec la Russie au devant, la Chine qui vient en deuxième, et nous les pays alignés africains qui suivront pour le moment. On veut dans la vraie justice et dans le respect de tous les membres. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Fama. Merci, M. Abou depuis l'Angleterre. On va essayer de prendre deux derniers appelants. Voilà, Zerfel. Zerfel, bonsoir, depuis l'Allemagne. Ok, bonsoir Bachi, bonsoir à vos invités, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous les techniciens, mon ami, le grand technicien de For You, et sans oublier Madame Linda et puis l'autre, Madonna. Oui, et moi, je voudrais tout simplement, parce que j'ai toujours dit depuis que les radios, les télévisions sont créées sur, comment dirais-je, depuis longtemps, j'ai toujours dit que moi, je ne peux pas m'asseoir sur la même table avec quelqu'un avec qui je ne m'attends pas.
C'est ça aujourd'hui, on voit dans l'Union, comment dire, l'Union africaine là. Il y a des gens qui vont à ces réunions, mais quand ils voient les homologues, comment dire, ils font semblant d'être avec eux. Mais quand ils se séparent, ou ils rentrent dans leur chambre d'hôtel, ils parlent autre chose. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai souhaité, c'est ça, les 3 pays ont fait aujourd'hui. Parce que il faut marcher avec quelqu'un avec qui tu t'attends. C'est pas forcé d'avoir des amis de gauche à droite, même sur cette télévision-là. Je sais qui est mon ami sur cette télévision-là. Moi, je peux pas prendre des amis dans un réfectoire parce qu'on a partagé un petit morceau de pain, que tu seras mon ami. Non. Il faut que ce qu'ils sont en train de faire présentement, les 3 pays, la Guinée, et chez le Mali et le Burkina, qu'ils ne reculent même pas 1 millimètre pour dire qu'ils vont renoncer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ça qui va développer aujourd'hui l'Afrique. Parce qu'ils ont déjà des projets. Et moi, je veux qu'ils partent rapidement. Rapidement, parce que en écoutant ces choses, comment dire, ces cris qui sortent de gauche à droite sans, comment dirais-je, sans raisonnement. Là. Donc, moi, je n'ai pas écouté ces gens et puis aller de l'avant. Parce qu'ils veulent développer leur pays. Aujourd'hui, les 3 pays vont s'asseoir. Ça sera un grand développement de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'ils vont essayer de faire comment mettre des trains à la disposition de leur pays et que toutes les marchandises passeront et ils vont faire du grand commerce. Voilà la vérité. Aujourd'hui, on pardonne, comment dirais-je, à l'Union européenne ici, là. Les gens pardonnent pour rentrer. Et puis, comment dirais-je, même, ils veulent même quelquefois, ils veulent chasser des gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, ils veulent les enlever dedans. Donc, ces petits pays comme l'Europe de l'Est, quand ils font des mauvais pas, on dit, vous allez quitter. Et ils sont obligés de se soumettre. Aujourd'hui, quand les 3 pays comme la Guinée, le Mali, le Burkina, ils veulent quitter, mais ils n'ont qu'à applaudir. Parce que ça fait moins de choses. Parce que ces 2 pays disent que ce sont des petits, ce sont des pays qui sont des bandits. Non, ils n'ont qu'à laisser cela parce qu'ils ne respectent pas, comment dire, les vieux qui sont là. Donc, ces petits voyous, ils les appellent la junte, ils n'ont qu'à laisser la junte aller et développer leur pays. Que de les maintenir entre les choses, comment dirais-je, les tendances pour les réduire à néant. Moi, je pense qu'il est temps. C'est que les 3 présidents qui se mettent d'accord et qui commencent rapidement pour montrer à la face du monde entier qu'ils sont devant, ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est tout. Parce que quand ils vont faire des discours, là, ce sont les discours qui vont les décourager et puis ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent faire. Moi, présentement, là, demain, là, ils n'ont qu'à s'asseoir, les 3 présidents là, ou les 3 ministres des Affaires étrangères pour faire les papiers rapidement, pour commencer le travail. C'est ça. C'est le seul travail que nous attendions aujourd'hui pour ces 3 pays que moi je regarde présentement. Et quand ils vont commencer là, vous allez voir, il y a des pays qui vont se détacher de la mer de la CEDEAO là et qui vont aller chercher encore des amis ailleurs pour faire leur aussi fédération. Vous allez voir. Et moi, je dis que je les encourage de ne pas faire marche arrière, aller de l'avant, vous allez voir le résultat positif. Merci Zerfel. Alors, plus que 4 minutes et il y a 3 appelants au bout de fil. Alors, on va essayer de voir comment Cindy, c'est 4 minutes avec Mohamed de Londres, Jean-Sac Ponou et pourquoi pas Sidi du Bénin. Mohamed, allons-y. Bonsoir. Salam alaikum Bachir. Wa alaikum assalam. Salam alaikum Bachir. Bonjour mon frère Jonathan. Bonjour Charlie Kenye. Les indomptables, vous êtes tous des indomptables, vous êtes sur le plateau. Et je vous remercie, je vous encourage, je vous soutiens, je vous supporte, Dieu vous assistera. Et moi, mon intervention, avant que je ne commence, j'ai 2 préalables. Le premier, c'est celui de Nestor Kodase. Et j'interpelle le président du FASO à relâcher le plus vite que possible Nestor Kodase parce que parler d'état de droit, que le droit sera dit, pour moi c'est un prétexte fallacieux. C'est un prétexte fallacieux.
parce que nous avons toujours vu des soldats français commettre nombre de crimes, plusieurs crimes en Afrique qui n'ont jamais été jugés. Donc, Lesson Podassé n'a pas encore tué un Français. Et il n'a pas encore appelé à tuer des Français. Donc, les Français peuvent tuer, eux, ils sont impunissables. Et quand nous lançons seulement des menaces, ou bien nous proférons seulement des menaces, on va nous juger. À quoi on joue? Moi, j'aimerais savoir. C'est complètement déplacé. Deuxième préalable. Si tu parles du sommet, c'est un 6e sommet. Oui, je comprends. Comme l'a dit le président Banda Kani, son excellence, tu es journaliste, effectivement, et c'est ton boulot. Est-ce qu'il y a un sommet? Est-ce qu'il y a réellement un sommet? Il n'y a pas eu un sommet. Il y a seulement des formalités, des gens qui se sont réunis pour contenter le maître de l'Union européenne. C'est ça, justement, Bachir. C'est des gens qui se sont réunis pour contacter le maître. Et mon deuxième préalable, avant que je ne commence, c'est la visite de Jean. J'aurais appris que Borrell est arrivé. Malgré tout ce qui a été dit à propos de Borrell par Lavrov, et tout ce que Borrell a dit concernant le reste du monde, nous sommes des villages d'Europe construits une civilisation. Voilà, merci à Mohamed de Londres. On va aller un peu plus vite avec un autre appelant. Et ce sera peut-être le dernier ou l'avant-dernier. En tout cas, voilà. J'ai pas... C'est Sidi du Bénin, c'est ça? D'accord. Sidi, bonsoir. Sidi, vous m'écoutez? D'accord. Jean Sakponou était également en attente. Est-ce qu'on pourra le prendre? Très bien. En tout cas, on reviendra sur cette belle thématique dans nos prochaines éditions. Charlie Kenyé, en 30 secondes, un dernier mot. Je lis ce message. Bonsoir, M. Bachir. Bonsoir aux infatigables panafricanistes Batengene et Charlie Kenyé. Merci pour tout ce que vous faites. Pour l'Afrique, ces chefs d'État ne représentent qu'eux-mêmes et non les Africains. En les voyant même dans cette salle, on dirait que c'est une messe d'enterrement. Alors, car ils ne disent pas ce qu'ils pensent de peur d'être sanctionnés. C'est le message de Ayoso Auguste depuis le Bénin. Charlie, en 30 secondes. Mais vous savez, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire? Si même Antonio Guterres, qui n'est en rien exemple pour nous les Africains, reconnaît que l'institution dont il a la charge aujourd'hui doit être réformée compte tenu des défis et des enjeux. Je crois qu'il est impératif pour ceux qui siègent à cette institution qu'est l'Union africaine de penser que cette institution doit être réformée. Tant que l'Union africaine recevra des financements des autres, cette institution ne sera jamais libre et ne travaillera jamais pour les Africains. Parce que ma grand-mère, en son temps, me disait, c'est celui qui paye la note qui commande le menu. Donc tant que les autres vont payer la note, c'est eux qui vont commander les menus que nous aurons à nos tables. Donc aux Africains de pouvoir s'asseoir, de travailler de nature à eux-mêmes payer leur note. Le jour où on arrivera à payer notre note, ce jour-là, nous allons commander nos menus. Et les chefs d'État qui ont voulu travailler dans ce sens, on a vu comment ils ont été très vite, avec la complicité de certains de leurs pairs, mis de côté. Je parle ici là du grand patriarche zimbabwéen qui est mort récemment, père à son âme, Robert Mugabe. Lorsque Robert Mugabe prend cette institution, pour lui, le premier défi de l'institution était de permettre à ce qu'elle soit ou qu'elle arrive à s'autofinancer, ou qu'elle arrive à se financer d'elle-même. C'est un projet qui aujourd'hui est lettre morte. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque qu'il faille savoir, c'est que les Africains doivent comprendre que le monde est compliqué, M. Bachir. L'école que moi, Charlie Kenyé, j'ai fait, si vous voyez ce qui se passe à l'échelle internationale, si on vous dit ce qui est derrière, beaucoup n'y croiraient pas. Je dis bien, beaucoup n'y croiraient pas. Il y a de cela quelques jours, j'ai rédigé une analyse à laquelle, indirectement, je démontrais que le tremblement qu'il y a eu en Turquie n'était pas un fait du hasard. Je ne sais pas quand est-ce qu'on doit prendre la mesure du monde. Le jour où les Africains vont prendre la mesure de ce monde et comprendre que le correct n'existe pas. Ce jour-là, nous aurons fait un pas en avant.
Tant qu'on va croire que c'est quand France 24, BBC, CNN, TV5 dit des choses, et ces choses sont vraies, que certains peuvent s'asseoir quelque part, penser pour l'Afrique, et on peut venir implémenter ceci en Afrique. Tant qu'on va réfléchir dans ce sens-là, eh bien, assumons donc de rester des éternels assistés. Mais le jour où nous prendrons conscience que nous sommes le même peuple, que nous avons un même destin, et que nous sommes plus grands que ce que les gens voudraient nous faire croire, Bachi, je peux vous rassurer, ce jour-là, l'Afrique sera au toit du monde. Et le jour où l'Afrique arrivera au toit du monde, ce jour-là, le monde reviendra humain. Parce que l'humanité a commencé en Afrique. Et l'humanité ne peut que se continuer avec l'Afrique. Merci à Charlie Kenyé. Alors, Jonathan Batengene, ce sera 10 secondes. Hein? Allez, Joe, on y va. La seule chose, l'Union africaine est dans une situation comateuse. Ce coma est surtout dû au fait que ces barons, ceux qui la manipulent depuis l'extérieur, eux, sont en pleine agonie. C'est-à-dire l'Occident collectif est en pleine agonie. L'Union africaine, elle est entrée dans le coma. On a vu naître de plus en plus une nouvelle organisation qui est en train de germer comme est née l'OSCE, l'Organisation de coopération de Shanghai, comme sont nés les BRICS et d'autres organisations qui préparent le monde de demain. La Fédération du Mali, du Burkina et de la Guinée sont la création nouvelle d'une Afrique qui émerge. Et cette Afrique-là, c'est avec elle que nous, les panafricanistes, nous devons envisager désormais notre avenir. Cette Union africaine est en train de tomber. Pour l'instant, nous sommes en train de voir les spasmes, c'est-à-dire les derniers jets de vie qui s'échappent de cette Union africaine, qui donne l'impression à certains qu'elle vit encore. Mais non, il ne faut pas se tromper. Ce coma, lui, sera létal. L'Union africaine va s'estomper. Nous allons renaître avec une nouvelle organisation. Et cette nouvelle organisation, nous allons la bâtir sur le modèle de ce que les pères fondateurs ont toujours rêvé, une Union africaine. Mais quand nous disons Union africaine, il faut que les Africains regardent aujourd'hui ce qui se passe. L'unité des peuples africains, ce n'est pas seulement l'unité des peuples africains du continent africain. C'est tous les Africains de par le monde. Et ça, c'est quelque chose d'inédit qui va se produire. Dans la nouvelle Union africaine qui va émerger, ceux qui nous regardent pour l'instant, bientôt vont comprendre à quoi est-ce que ça renvoie. Merci Jonathan Batengene, note pleine d'optimisme qui nous renvoie donc à l'idéal panafricaniste. L'unité africaine ne sera pas qu'un mot vain. Elle sera, cette unité, quelque chose de vraiment réalisable. Les peuples l'ont commencé, les pères fondateurs ont posé ces fondations et bien sûr, il ne manque plus que le résultat. Nous, on va mettre la clé sur le paillasson très rapidement en laissant la place à l'équipe du grand journal conduit aujourd'hui par Nditi Foot, voilà, que vous retrouverez. Qui va conduire le journal de 20h ce soir. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyou Média Africa.